Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous en ce jour rencontre-échange. Nouveau numéro, nous allons parler des faits politiques chez nous. Au Togo, depuis le 3 mai dernier, notre pays est entré dans une nouvelle marche vers cette 5e République, avec l'installation des principales institutions qui vont animer cette nouvelle République. On a désigné le président du Conseil, le président de la République, tout a été fait. La semaine dernière et ce jour pour parler de cela dans un souci pédagogique, continue d'expliquer à la masse populaire les enjeux de cette nouvelle République, les gains que l'on a obtenus dans ce nouveau système politique. Je reçois pour vous Madame l'honorable Germaine Kouméalo Anaté, elle est députée à l'Assemblée nationale, présidente de la Commission des relations extérieures et de coopération. Madame, merci d'accepter notre invitation. Merci pour l'invitation. Voilà. C'est avec vous qu'on va parler, n'est-ce pas, de cet événement qui a lieu la semaine dernière, avec un événement majeur, hein, qui marque une grande page de notre histoire politique. Absolument. Mais avant cela, peut-être, hein, on va vous connaître. Vous êtes professeur des universités, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes poète, vous écrivez des ouvrages. Alors, dites-moi, pour commencer, alors, comment vous arrivez à joindre tout cela, hein, comme on dit, à joindre les deux bouts hein? À tricoter tout cela ensemble. Voilà. Comment j'arrive? Je ne pense pas avoir un mérite, vous savez. Je me dis que c'est par pure grâce, parce que c'est Dieu qui donne les ressources, qui donne les moyens pour notre accomplissement. Et néanmoins, il faut quand même une cohérence interne pour faire articuler toutes ces tâches, toutes ces activités, ces responsabilités. Mais j'arrive à le faire plus ou moins facilement parce que pour moi, il y a une complémentarité. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Chaque tâche, chaque activité, pour moi, c'est un moyen ou une étape dans l'accomplissement de ce que je perçois comme ma mission. Donc, que ce soit les tâches universitaires en tant qu'enseignant-chercheur, où on est obligé d'encadrer, de former les citoyens, les cadres de la nation, de diriger la recherche, mais en même temps de produire le savoir, la connaissance, à travers les articles scientifiques, les ouvrages scientifiques, ou à travers l'écriture littéraire, qui est aussi... Poésie, les nouvelles. Voilà, j'ai un recueil de nouvelles, un roman, Le regard de la source, Frontières du jour, mais 4 recueils de poèmes, dont le dernier, Si tu savais, il y a plein d'autres. Oui, et tout cela, l'écrivain étant aussi un explorateur, quelqu'un qui observe beaucoup la cité, ses contemporains, et qui participe aussi par ses écrits à la réflexion nécessaire pour la construction du pays. Donc vraiment, vous voyez que c'est complémentaire. C'est cela. L'action politique également. Oui, à cela s'ajoute votre engagement politique. Hein? Oui. C'est ça. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un tout. Voilà, véritable actrice de la société, dans tous ces domaines, dans toutes ces dimensions. Oui, dans tous ces domaines, cette dimension sociale humanitaire, parce que je travaille beaucoup aussi avec les ONG, oui. Toujours dans ce sens d'être au service de la nation, de contribuer au bien-être de la population, et les activités politiques également qui me donnent un autre espace, d'autres armes pour pouvoir vraiment impacter la société. À l'Assemblée, à travers les textes de loi que nous votons, nous ne les votons pas au hasard. L'étude des textes nous amène aussi à tenir compte des attentes, des besoins des populations, puisque un député est élu par une population, donc nous sommes, en tant que représentation nationale, soucieux d'apporter notre contribution pour améliorer non seulement la gestion de l'État, mais améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. C'est ça. Alors, entre écrire, préparer son cours, le dispenser, l'engagement politique, qu'est-ce qui est le plus dur, le moins difficile pour vous, madame? Là, vous me demandez de comparer l'incomparable, voilà. Parce que c'est des registres complètement différents, chacun avec sa logique et avec ses contraintes.
en tout cas, ce qui est important, ce n'est pas tellement les difficultés, les contraintes, c'est est-ce que j'éprouve du plaisir à faire ce que je fais? Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que c'est pertinent? Quels sont les enjeux? Et moi, quand je regarde tous les enjeux et la pertinence du peu que je peux apporter, j'ai le plaisir de le faire et je le fais vraiment avec bonheur. C'est ça. Un véritable contact avec la masse populaire, puisque devant les étudiants, voyez-vous, ça vous permet aussi de prendre contact, d'être en relation avec les réels problèmes des citoyens de cette... Non seulement d'être au contact des problèmes de la cité, mais de former des gens qui pourront impacter positivement cette cité. Oui. Et l'enseignant-chercheur, je l'ai découvert très tôt, l'enseignant tout court, que ce soit primaire, secondaire, université, a un pouvoir extraordinaire de former les esprits, d'aider les esprits à grandir, à s'élever. On est dans la transmission du savoir, mais aussi transmission des valeurs. Et moi, je le fais constamment. Je ne me contente pas simplement des enseignements livresques intellectuels, mais je l'accompagne aussi de la compréhension même de la vie, du vivre ensemble, de la transmission des valeurs. Parce que c'est la question de former l'homme, c'est ça? Oui, former l'homme intégralement, pour qu'il soit épanoui, mais qu'il puisse aussi transformer son environnement, impacter son environnement. Et c'est de ça que nous avons besoin pour accompagner le développement de nos États, des gens bien formés de façon intégrale. Et quand vous jetez un regard sur cette jeunesse togolaise, et comment vous la trouvez? Quelles appréciations vous en faites, n'est-ce pas? Il y a de l'espoir que vous êtes en train de préparer une bonne relève pour demain? Je suis très optimiste. Pas parce que tout va bien. Tout à fait. Mais parce que quand je vois la société, les problèmes, les difficultés, ça me met face à mes responsabilités. Et je sais qu'il y a du travail et je n'ai pas peur de ce travail. Et je voudrais que tous les enseignants, par exemple, mesurent leurs responsabilités, mesurent les enjeux, mesurent ce qui incombe, ce qui leur incombe, pour pouvoir former bien ces jeunes qui aujourd'hui, malheureusement, on le voit, sont un peu en perte de repères, en perte de valeur, parce qu'on est dans une société, n'est-ce pas, de communication où on vit plus à l'extérieur et il n'y a plus l'intériorité nécessaire pour mûrir, développer certaines valeurs. Et je pense que c'est à l'enseignant aujourd'hui de ramener les jeunes à cela. Et je pense également que c'est un devoir d'accompagner nos jeunes à retrouver les valeurs efforts, valeurs travail. Nous, on a grandi avec ces valeurs, mais on voit certains jeunes qui aiment beaucoup la facilité, qui pensent... Il y a un délaissement. Voilà, qui pensent que non, on peut être riche ou avoir un statut social élevé tout de suite. Sans effort. Sans effort et sans passer par certaines étapes qui sont incontournables. Mais à côté, je vois d'autres jeunes qui sont très matures, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont. Et là, je dis, il y a de l'espoir. Parce qu'eux aussi, à leur tour, ils peuvent impacter leur père. Et donc, chaque acteur a un rôle à jouer, qu'on soit jeune ou adulte. Et c'est ça qui me motive, qui me donne, qui constitue un moteur pour moi dans tout ce que je fais, à savoir que vraiment, on peut former l'homme et on peut contribuer à impacter l'environnement immédiat, familial, professionnel, mais impacter la société dans son ensemble, sous différentes formes. Oui, alors je rappelle que vous avez été ministre de la Communication, des Aides et de la Culture. Un regard sur les médias. Les médias, nous sommes... vous formez justement. Nous formons les journalistes. Je suis à ISICA justement, qui est le seul établissement public à Lomé qui forme. Et le deuxième, le premier... Maintenant, il y a Kara aussi qui commence à former. Nous formons les journalistes, effectivement, et les spécialistes en communication. Et les médias au Togo, comme dans tous les pays, ont un rôle important à jouer. Parce que c'est des acteurs clés dans la vie, l'animation de la vie sociopolitique. C'est un peu aussi le baromètre, dit-on, pour mesurer le niveau de démocratie, etc. Et donc, nous avons la chance d'avoir un code de la presse qui favorise cela. Mais la formation que nous continuons à faire, c'est que le journaliste prenne conscience qu'il n'est pas un professionnel comme n'importe quel autre, qu'il a aussi une mission, une responsabilité sociale. Et par rapport une déontologie à respecter? Oui, par rapport à cette responsabilité sociale. La déontologie, elle est déjà au niveau professionnel, mais il faut ajouter l'éthique également.
Et par rapport à la responsabilité sociale, je pense qu'il doit savoir en permanence conjuguer l'éthique et la déontologie, parce qu'il sait que l'information qu'il manipule, elle est à double tranchant. Oui, sensible parfois. Elle est parfois sensible, elle peut induire les autres en erreur si avec l'introduction des nouveaux médias. Les manipuler, pas seulement les nouveaux médias, je crois que même les médias toujours, on peut orienter le sens de l'information selon l'angle de traitement, vous le savez, selon le choix, etc. Donc, ils doivent être encore plus conscients, avoir ce sens moral et ce sens de responsabilité plus grand, de manière à ce que dans le choix et le traitement de l'information, qu'ils n'induisent pas les concitoyens dans l'erreur. Mais je suis très heureux et je travaille beaucoup avec ces journalistes et que j'encourage, parce que ce n'est pas facile, c'est un métier aujourd'hui où c'est très difficile de vivre de sa passion. Mais ceux qui tiennent, je les félicite et je les encourage. On va rapidement boucler cette première partie de notre conversation. Madame, d'où vient cette énergie-là, lorsqu'on considère tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Je crois que, comme je le disais tantôt, dans ce qu'on fait, il faut avoir un moteur. Et moi, mon moteur ici, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'amour du pays, l'amour du prochain. Le patriotisme, oui, mais l'amour avec grand A, au sens altruiste du terme, et qui va de pair avec ce sens de responsabilité ou la conscience de ma mission. J'écrivais dans une de mes œuvres que ma vie n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Et chacun, je pense, chacun qui est sur cette terre a un rôle, une mission à jouer, à remplir. Et je crois que j'ai eu la chance très tôt de découvrir quelle était ma place et quel était mon rôle. Et l'envie de servir, d'être au service, pour moi c'est un moteur. Ce que vous assumez parfaitement. Et je l'assume intégralement. Je l'assume et à cela s'ajoute ma foi. Ma foi chrétienne, qui est aussi une force pour moi, un moteur, un leitmotiv qui m'éclaire en permanence et qui me soutient. Parce qu'il y a des combats, il faut avoir une force psychologique, morale, mais spirituelle aussi. Donc la foi, pour moi, c'est la fois un moteur, mais un appui, une force pour avancer, malgré parfois les cailloux, les pierres, ça ne manquera pas, ça ne manque jamais, les difficultés. Mais on regarde l'horizon. Il faut surmonter parce que ce qu'on a à faire est plus grand que ce qui semble être des obstacles. C'est ça. Un mot à l'endroit de la jeune fille togolaise, de vos consoeurs, de femmes, puisqu'il vous aidera à vous retrouver dans ces arènes, dans ces domaines, cet engagement de la femme, le leadership féminin. Là, vous touchez un de mes combats, le combat pour l'épanouissement de la femme, pour le respect des droits de la femme. Et en cela, je suis présidente du conseil d'une ONG Cœur Solidaire, qui en a fait vraiment un combat prioritaire. Lutter contre tous les stéréotypes, les violences, les inégalités, les injustices faites aux femmes. Et ça, vraiment, ça me tient à cœur. Et à l'Assemblée, je suis encore plus sensible au texte de loi que nous essayons d'améliorer pour vraiment offrir à la femme ce cadre légal, législatif qui va permettre le respect de ses droits. Et là, actuellement, nous avons, la dernière fois on a organisé des conférences sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire, universitaire, mais aussi en milieu professionnel, parce que c'est un autre fléau. Même quand les femmes sont libérées, elles veulent s'assumer, elles ont fait des études. Même pour faire des études, parfois, vous avez ces comportements. Il y a encore les effets des plaisanteries socioculturelles. Oui, il y a les effets, ça c'est énorme. Mais nous y travaillons. Nous y travaillons parce qu'on a compris qu'il faut former la société dans son ensemble, mais il faut que la femme elle-même s'assume, qu'elle s'affranchisse de cela, parce qu'elle est aussi, je dis souvent, victime et coupable. Parce que nous les mamans, c'est nous qui éduquons nos hommes, nos garçons, qui deviennent les hommes demain et qui nous briment, qui nous frappent. Donc commençons à bien éduquer nos garçons, à bien éduquer nos filles, à ne pas faire cette différence, l'éducation de base, à ne pas faire les différences auxquelles nos sociétés nous ont habitués. Et parce qu'en faisant cela, nous rendons service aux garçons et à la fille, mais nous rendons service à la société qui a besoin de tous ces acteurs-là pour un développement équilibré. Aucune société, et on l'a vu quand on a essayé
de développer une société uniquement avec les hommes sans les femmes, on voit ce que ça donne. On ne peut pas non plus développer une société uniquement avec les femmes sans les hommes. Donc c'est ensemble, hommes et femmes, qu'on doit travailler. Et pour cela, il faut connaître la valeur de l'autre, le potentiel de l'autre, le respect de l'autre et accepter qu'on a les mêmes droits parce que nous sommes tous des êtres humains, des créatures divines. Avant tout, hein. Et voilà, dotés des mêmes facultés et nous avons les mêmes droits. C'est cela. Rencontre échange nouveau numéro, nous parlons de faits de société. Je reçois pour vous l'honorable député Germaine Koumelo Anaté, c'est elle qui est mon invitée, elle est députée à l'Assemblée nationale, présidente de la Commission Relations extérieures et coopération. Abordons le deuxième volet de ce sujet. Le 3 mai dernier, notre pays a tourné une page historique très importante avec tout ce qu'on a eu à vivre, hein, la désignation du président du Conseil, ce qui ne fait pas de doute, mais aussi la désignation du président de la République. Alors, madame, comment avez-vous vécu tout ce moment, cette ambiance, puisque vous y étiez au cœur, parce que c'est vous qui avez procédé à ces votes hein, pour désigner ces deux principales personnalités des institutions? Oui, en tant que parlementaire et en tant que citoyenne togolaise, je pense que je me suis considérée, sentie comme privilégiée. Privilégiée de vivre en direct l'histoire, une histoire qui s'écrit, une nouvelle page qui se tourne, mais c'est une nouvelle et grande histoire qui s'écrit. Et en tant que citoyen, participer à cela, c'est une fierté, mais en même temps, je mesurais aussi la responsabilité que la mienne ou que la nôtre en tant qu'acteur citoyen ou parlementaire, d'accompagner ce grand rêve pour notre pays, chacun au niveau où il est, pour que cette nouvelle page, que ce soit, c'est pas une personne qui va écrire, que nous tous, nous sommes en train d'écrire. Nous puissions l'écrire de la meilleure façon possible pour pouvoir répondre bien sûr à nos besoins. Et donc c'est ça qui est important. Vraiment c'était très émouvant, très émouvant. Et j'étais, je pense que ceux qui ont vu les images l'ont vu, j'étais très touchée. Très honorée. D'être témoin vivante de cet événement, témoin de cette vivant, invitation. absolument, et que nous raconterons aux générations futures. Mais pour cela, il faut que l'héritage que nous allons léguer soit aussi à la hauteur des attentes. Ça veut dire que vous avez bel espoir, hein, que ce doit être un chemin réussi. Ben absolument, sinon, à quoi ça servirait? Je pense qu'il faut rêver grand. Et j'aime citer, en tant qu'auteur, citer un autre auteur, le Brésilien Paulo Coelho, qui invite à rêver, mais en même temps qui dit les rêves donnent du travail. Oui. Voilà. C'est très important d'avoir de grands rêves pour nos pays, mais sachant que les rêves ne se font pas tout seuls, ne s'accomplissent pas tout seuls. Donc il y a un travail derrière, et ce travail nécessite la mobilisation de tout un chacun. Ce rêve impose que nous soyons, comment on appelle ça, déterminés, persévérants, qu'il n'y ait pas de mauvaise foi. On ne peut pas partir a priori en disant on va échouer, ça n'a pas de sens. Donc en ce moment, on ne commence pas. Mais en même temps, il y a une certaine humilité qu'il faut avoir. L'humilité, c'est de dire, voilà, c'est une marche progressive, une construction progressive. Sûrement, il y aura peut-être des limites, des faux pas, etc. Mais rien n'est perfectible. Et justement, le texte, on a la possibilité de réajuster les choses au fur et à mesure qu'on marche, d'améliorer. Et c'est ça qui fait que je suis optimiste. Voilà, on peut toujours réajuster. Et rien n'est écrit à l'avance, perdu à l'avance ou gagné à l'avance. Donc c'est un processus. Nous sommes dans un processus. Et ça fait un an que le processus a commencé. Nous étions en transition jusqu'à la semaine dernière. Donc c'est bien clos la transition et que toutes les institutions sont déjà mises en place. Oui, nous venons avec l'élection du président de la République et la désignation du président du Conseil, les prestations de serment, etc. On a basculé définitivement dans la 5e République avec le choix que le Togo a fait du régime parlementaire. On va dire que toutes les institutions sont maintenant désormais mises en place. Certaines institutions, c'est par ordonnance, et la Constitution permettait, il y a l'ordonnance du 30 avril 2025 qui a réglé le reste. Maintenant, il reste l'opérationnalisation des autres institutions, notamment
celles liées au domaine judiciaire, les autorités administratives indépendantes qui sont mises en place. Je veux parler du le protecteur des citoyens, Oui. comment on appelle ça? La nouvelle AC. Alors, on va, Oui, voilà, oui, le sigle est un peu oui, compliqué, oui. le sigle à prononcer, mais Oui. la AC, Oui, avec sa nouvelle extension, sa nouvelle forme, etc. c'est ça. Et toujours est-il que ça n'a pas été facile parce que jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des détracteurs, des gens qui sont encore vent debout contre cette volonté de mutation, de changement de système politique. Oui, c'est compréhensible, c'est normal. Vous savez, on est dans une société, un pays qui compte 8 millions, hein, plus de 8 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas avoir l'unanimité pour tout. Mais en même temps, ce qui est aussi naturel, c'est que les changements font peur. Souvent, on a peur de l'inconnu, on a peur d'oser, d'essayer. Pour plusieurs raisons, qu'on peut comprendre logiquement, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la majorité des Togolais qui ont compris et qui ont adhéré massivement à cette nouvelle réforme. Et donc, ceux qui hésitent encore ou qui ont encore des doutes ou des peurs, bon, nous leur disons simplement d'oser l'aventure avec la majorité qui croit. Et puis, au fur et à mesure, je pense que soit leurs peurs vont s'estomper, ou s'ils ont raison, ben, ils n'auront qu'à apporter leur contribution constructive. Comme j'ai dit, aucune tâche humaine n'est parfaite, donc tout est perfectible. Ils apporteront leur pierre à la construction de l'édifice. C'est ça. Et donc, 5e République, les 4 autres sont bel et bien enterrés, c'est ça? Alors, oui, je pense que c'est peut-être une boutade, mais qui nous amène à faire une œuvre pédagogique pour mieux peut-être expliquer Tout à fait, les uns aux autres comment les choses se passent. Je pense que, oui, enterrer, on va dire c'est symbolique. C'est symbolique. Sinon, elles sont là. Au sens où la République, c'est l'État. Et l'État se construit, évolue, progresse en faisant des changements, des améliorations, il y a des ruptures, etc. Donc, pour qu'on parle de 5e République, c'est qu'il y a des ruptures avec la 4e République. Donc, ces mutations ne veulent pas dire que l'héritage ancien a complètement disparu. Donc, il y a un fond, il y a un héritage sur lequel on bâtit, on construit et qu'on essaie d'améliorer. Mais pour le faire, on ne le fait pas non plus au hasard. Il y a une réflexion, parfois des remises en question profondes, des analyses qui amènent à peut-être faire un diagnostic et voir si par rapport à ce diagnostic, quelles sont les réponses, les solutions à apporter. Et ces solutions qu'on apporte, est-ce que ça nous amène à des ruptures profondes, donc qui nécessitent un changement de régime, voilà, ou c'est des petites modifications légères. En ce cas, on peut rester dans la même République. Et là, ici, nous nous rendons compte que les changements majeurs qui sont apportés sont suffisamment profonds et que ça nécessitait donc un basculement vers la 5e République. Et vous savez que je pense que ceux qui ont suivi 2024 et 2025 tout le processus de la révision de la Constitution ont bien compris que ce diagnostic a été fait en tenant compte du contexte, de notre contexte national, notre évolution historiquement parlant, mais en tenant compte aussi de la sous-région, du contexte de la sous-région, du contexte mondial. Et en analysant tout ce qui se passe, on est arrivé à la même conclusion: l'instabilité politique, les foyers de tension, etc., liés soit à l'insécurité grandissante que nous voyons liée à l'extrémisme violent. Et notre pays, le terrorisme, notre pays n'est pas épargné. Et donc, à partir du moment, il y a une réponse à apporter à la sécurisation des populations, sécurisation de nos frontières, etc.
On a également, sur cette base, on s'est rendu compte que notre propre histoire montre que voilà, notre vie est jalonnée de crises récurrentes. Et ces crises récurrentes sont liées la plupart du temps aux élections, notamment les élections présidentielles. Donc, instabilité, encore une fois. Et on s'est également, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin aussi de renforcer nos institutions, les institutions de la République. Voilà, il faut qu'on ait des institutions fortes pour pouvoir justement apporter ces réponses fortes qui sont attendues pour corriger, améliorer le fonctionnement de l'État, etc. Donc voilà, de façon pédagogique, comment on arrive à un moment donné à se dire que ce que nous avons, on a fait un temps avec, on s'arrête, on regarde et on essaie de voir est-ce que ça nous satisfait par rapport à nos problèmes. Est-ce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui ou est-ce qu'il faut essayer d'autres solutions? Et ces autres solutions doivent être sous-tendues par, comme je disais, des éléments importants, issus des analyses vraiment objectives. C'est ça. On est encore en pédagogie, parce qu'il faut peut-être expliquer davantage le mode de désignation du président du Conseil, qui a été opéré la dernière fois, parce que beaucoup de... N'ont pas compris. N'ont pas compris. Bon, comment cela s'est passé, l'Uni à la majorité, donc a proposé son candidat, c'est ça? Alors, la Constitution a réglé tout cela. La Constitution nous dit, l'article, je ne sais plus, c'est le 47 ou lequel on pourra regarder tout à l'heure, la désignation du président du Conseil, ce sont les partis au Parlement, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le parti majoritaire, donc qui dispose de la majorité des députés à l'Assemblée nationale, ou s'il n'y a pas un seul parti qui a la majorité, que c'est une coalition, donc c'est la coalition de ces partis qui ont maintenant la majorité, donc c'est eux qui proposent le président du Conseil. Donc on va dire que le président du Conseil est issu d'une majorité. Cette majorité sans que lui-même ait été député, c'est ça? Sans que lui-même ait été député. Ce n'est pas une obligation. Okay. Et on précise, le texte précise que c'est le président du parti majoritaire. Là, il faut le dire, c'est très important. Le président du parti majoritaire ou celui du premier parti de la coalition qui a la majorité. Donc c'est clair. Or, aujourd'hui, notre Assemblée nationale, le grand parti qui a la majorité, c'est Union pour la République. Et le président du parti Union pour la République, c'est son Excellence, M. Foresoze Mnanyasingbe. Donc, il était le candidat tout désigné par les textes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est le parti qui envoie le nom du président du Conseil désigné au bureau de l'Assemblée nationale. Et qui prend acte. Il y a eu, dans ceux qui ont suivi, on a lu la note, l'acte qui a été pris par l'Assemblée nationale pour accueillir cette désignation, et la Cour constitutionnelle a pu ainsi faire son travail pour qu'il puisse prêter serment. Mais par contre, le président de la République, l'élection du président de la République, il faut que les gens comprennent aussi. C'est ça aussi, parce que lui, il n'est ici d'aucun parti politique. Hein. C'est la même chose. Le texte prévoit que ce soit les partis représentés à l'Assemblée nationale qui présentent les candidats au poste de président de la République. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons au moins nous avions, après les élections, au moins 5 partis, mais comme certains de nos frères refusent de siéger, il y a quand même 2 partis qui siègent. Ils auraient pu présenter des candidats. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc, unir seul à présenter un candidat. Si les 2 autres avaient présenté, peut-être nous aurions 3 candidats et l'élection, le vote aurait été parmi les 3. C'est ce que le collègue Manda n'a pas compris. Il faut qu'ils le comprennent que c'est les autres qui n'ont pas... Voilà, parce que les autres qui sont représentés à l'Assemblée nationale n'ont pas proposé de candidats. Donc c'est ça. C'est leur choix, et c'est un choix démocratique aussi qu'il faut respecter. Et c'est Uni qui a proposé. C'est Uni qui a proposé. Absolument. Et qui a été désigné à l'unanimité finalement. Qui a été voté à l'unanimité. Nous avions 150 votants et il a eu les 150 voix à 100%. Et nous saluons aussi ce choix-là. Ça veut dire que... Et là, pour le vote, par contre, on avait d'autres partis politiques qui étaient là, qui ont pris part au vote. Parce que c'est le Congrès qui vote le président de la République. Le Congrès, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà. Et nous avons d'autres partis politiques
surtout au niveau du Sénat, qui étaient bien là et qui ont voté pour ce candidat. Voilà. Parce qu'ils ont compris l'enjeu, l'intérêt pour notre nation d'avoir cette personnalité. Je ne sais pas, qu'est-ce qui a motivé ce choix de l'unir, hein? Parce qu'il y a d'autres noms qui avaient circulé aussi. Hein? Des noms ont circulé, c'est normal. C'est comme l'élection du pape il y a 2 ou 3 jours, on a vu aussi des noms circuler. Oui. Les gens font des pronostics, c'est de leur droit, c'est normal, mais ce n'est pas eux qui proposent. Donc, ce ne sont que des suppositions, des conjectures, etc. Ceux qui connaissent le président de la République, son parcours politique, savent que c'est un grand homme qui connaît bien, qui a une grande expérience de la vie politique de notre nation. Et nous pensons qu'il a un profil de par cette expérience. Et puis on voit quand même qu'aujourd'hui, aussi c'est un homme pondéré, donc il y a ce sens politique et ce sens de la nation. C'est un homme d'État et nous ne doutons pas qu'il pourra remplir sa mission qui est vraiment d'être le garant de l'unité nationale. Parce que c'est ça, le garant de l'unité nationale et qui va aussi renforcer la stabilité politique dans notre pays. Il doit être au-dessus des clivages politiques. Pour pouvoir être ce garant de l'unité, il faut qu'il soit au-dessus. Et en cela, pour nous qui sommes africains, au regard de son âge, je considère que c'est un sage. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est un sage. Et avec sa pondération et son expérience, je ne doute pas que le Seigneur l'aidera à accomplir pleinement cette mission que nous attendons, que les Togolais attendent de lui à travers ce vote. On sait qu'il est là à titre honorifique, hein, mais quel peut être son impact justement? Moi j'aime pas le mot, les gens l'utilisent, j'aime pas le mot honorifique. Oui, mais c'est ce que disent les textes, Oui. que la réalité du pouvoir est incarnée par le président du Conseil. Oui, d'accord, Oui. mais alors nous avons dans le régime parlementaire un exécutif bicéphale, donc c'est à 2 têtes. Chacun a ses attributions et elles ne sont pas des moindres. Quand nous parlons de l'unité nationale, vous pensez que c'est petit? Que quelqu'un qui est au-dessus des clivages, qui peut concilier des gens qui ont des intérêts partisans, ce n'est pas une mince affaire. C'est ça. Et c'est très important pour le pays, pour la stabilité, pour la marche du pays. Donc pour moi, les rôles qui lui sont dévolus sont importants au niveau de l'exécutif. Donc garant de l'unité nationale. C'est lui qui va aussi décerner les décorations parce qu'il faut valoriser, reconnaître les efforts des citoyens, les apports des uns des autres. Oui. Donc cette reconnaissance, elle lui est dévolue. Bon, il va aussi accréditer les ambassadeurs, etc. Oui. Donc ce sont des attributions claires. Peut-être, pourquoi les gens pensent que c'est honorifique? Parce qu'on pense que la réalité du pouvoir est dans les mains du PC. C'est normal, mais les deux se complexent. C'est ça. Et c'est important de respecter ces attributions. Ça veut dire qu'il y a des concertations, il peut y avoir des concertations entre les deux personnalités? Oui, il y a par an, la Constitution prévoit au moins 2 rencontres entre le président de la République et le président du Conseil pour échanger sur l'état de la nation, la politique de la nation. Et au moins, au cours de ces rencontres, une fois, ils vont associer la chefferie traditionnelle. Alors, cette constitution veut aussi nous ressembler, tenir compte de nos réalités traditionnelles, nos réalités togolaises. Et nous connaissons l'importance des chefs dans nos communautés. Et donc, il est important ici aussi qu'ils participent à cette rencontre d'échange sur l'état de la nation. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait aussi d'autres rencontres informelles. Oui, puisque déjà les gens le disent, que les deux ne sont pas concertés depuis la semaine dernière. Ah non, ils peuvent se téléphoner tous les jours s'ils veulent. Voilà. Mais ça, ils ne vont pas le dire, on ne va pas médiatiser ça. Ce qui va impacter, c'est que les deux là se rencontrent et qu'on les regarde à la télé, par exemple, pour taire, justement, pour faire taire tout ça. Alors, donc, il faut juste que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de choses. Quand vous voyez un résultat, c'est que derrière, il y a eu un grand travail. Les gens peuvent se rencontrer 100 fois, mais c'est peut-être 1 ou 2 fois que vous allez les voir ensemble. Donc, ce n'est pas ça le plus important. Vous pensez qu'ils ne se sont pas rencontrés? Parce que c'est le président... Oui, avant de le proposer, on doit le consulter. Il est le candidat proposé par UNIR, alors qu'il n'est pas membre de UNIR. Mais qui est le président de UNIR? Le président de UNIR, c'est Faure Gnassingbé. Et c'est UNIR qui propose ce candidat. Et vous pensez qu'ils ne se sont pas concertés? Ils ne se sont pas appelés?
Non, ils s'appellent sûrement et ils font des choses sûrement, mais n'attendez pas qu'on mette tout, parce qu'on est aussi, c'est notre société, on veut tout rendre public, publiciser, donc ce n'est pas le plus important. La Constitution prévoit, et je pense que le moment viendra, nous pourrons assister au moins à 2 rencontres officielles, par an, où les deux vont échanger sur l'état de notre nation. Alors, dans les cérémonies officielles publiques, là, qui a le monopole du protocole? Parce que là aussi, il faut régler ce problème. Je crois que c'est un été, ça doit régler. Qui vient avant? Qui a droit aux honneurs militaires? Ou bien, comment ça se passe, madame? Mais pourquoi ce n'est pas ni à vous ni à moi de régler. Chaque pays, chaque État a son protocole. Et chaque pays décide au niveau protocolaire. En fait, chaque pays fait ses choix. Okay? Mais ce que nous avons vu et ce que les textes nous permettent de dire, si on devait donner un avis, c'est que le président du Conseil, qui est le chef du gouvernement, qui est le chef suprême des armées, reçoit les honneurs militaires. Mais le chef de l'État aussi, par rapport au rang qui est le sien, reçoit aussi des honneurs militaires, et on l'a vu. On l'a vu la dernière fois. Donc, par rapport à ça, il n'y a rien à régler, tout est déjà réglé, mais je dis, sur les questions protocolaires aussi, on verra ce que notre protocole va dire, mais si on regarde aussi ce qui se fait, celui qui a la réalité du pouvoir, et selon aussi les événements, qui préside, moi je suis dans une logique, logique, pas naïve, mais en tout cas terre à terre, pour dire que dans les pratiques, celui qui préside l'événement, souvent c'est lui qui vient en dernier parce qu'il préside. Donc il faudra voir aussi de quoi nous parlons, de quels événements nous parlons et qui présidera ces événements. Donc celui qui préside la bienséance voudrait que ce soit lui qui vienne en dernier pour présider. Donc ça, le protocole lui est déjà habitué et informé. Il l'appliquera et nous, en fait, nous on attend juste de voir, n'est-ce pas? Donc soyons patients et nous verrons quand le protocole d'État, parce que c'est un service, hein, c'est une institution, le protocole d'État nous fera voir le choix de notre pays. Au soir de sa présentation, en fait, de sa désignation par vote, il est retourné chez lui, hein, à Missintawe. C'est ce qu'on a vu à la télé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de structures pour l'accueillir. Sa résidence peut-être à Lomé, je ne sais pas, hein, c'est naïf comme question. Oui, M. Wilson, là c'est vous qui me l'apprenez d'ailleurs, parce que vraiment c'est des détails aujourd'hui par rapport à ce qui se joue au niveau de la tête de l'État, au niveau de l'exécutif. Ce qui est très important, pour moi c'est des détails, savoir où il dort, où il a choisi de dormir le jour-là et où il va dormir, c'est des détails. Oui. Mais notre pays est suffisamment riche d'infrastructures que je ne pense pas que... voilà, sûrement qu'il y a des dispositions prises. Voilà, soit là où l'un ou l'autre va siéger, son domicile, etc. Vous savez, je connais d'autres hautes personnalités qui, bien qu'ayant des maisons de fonction, pour l'instant, sont chez elles. Donc, il y a des choix personnels aussi. Il ne faut pas trop généraliser, trop regardant, trop curieux. Laissons-le respirer et décider lui-même de cet aspect qui est un aspect que je considère privé. Tout à fait. Okay. Actuellement, le gouvernement présente sa démission sur les affaires courantes qui sont gérées par les ministres actuels. Est-ce que dans la formation de votre gouvernement, il va y avoir concertation entre le président et le PCI? Non, le chef du gouvernement, nous ne savons pas de la réalité de pouvoir, c'est le PC, c'est le président du Conseil. Alors, les concertations entre les deux personnalités, je vais dire qu'elle est permanente, c'est eux qui décident de quand et comment, mais ne vous attendez pas nécessairement qu'on vous médiatise cette rencontre-là. Les rencontres constitutionnalisées, c'est 2 fois dans l'année. Donc, pour cette question, pour moi, encore une fois, ce n'est pas la question capitale, ce n'est pas la plus importante aujourd'hui. Je pense que la plus importante, c'est ce que les Togolais attendent. Et c'est la question que moi j'attends, c'est à quand le nouveau gouvernement? Pourquoi le nouveau gouvernement n'est pas encore sorti?
Et donc l'expectative d'avoir ce nouveau gouvernement sortir pour pouvoir, pour que la nouvelle dynamique impulsée commence réellement à se mettre en place. Puisque nous savons que quand le gouvernement démissionne, il gère les affaires courantes, mais les attentes des populations, les gens veulent aller vite, et donc du coup c'est une question légitime de se demander quand est-ce que ça va se faire. Je pense que c'est la prochaine étape que nous attendons tous, le nouveau gouvernement. Est-ce que cette nouvelle République change les orientations fondamentales du vote grand parti uni en ce qui concerne ses ambitions, ses projets de société, les actions pour le pays? Est-ce que cette nouvelle République change fondamentalement les ambitions? Nous connaissons nos ambitions et nous connaissons c'est la vision du président du Conseil qui désormais va définir et conduire la politique générale de notre nation. Et cette vision qu'il a clairement déclinée, et peut-être qu'il nous présentera aussi dans les moments à venir, personnellement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais personnellement, je me dis que cette vision ne changera pas de façon substantielle parce que c'est déjà une grande vision. Cette grande vision qui est de nous offrir un État inclusif, d'améliorer ou de faire en sorte que la gouvernance soit plus participative et donner toute sa place à tous les citoyens et surtout de ne laisser personne de côté. Et nous l'entendons souvent dans sa politique, il y tient, de tout faire pour moderniser notre pays, de tout faire pour que les femmes comme les jeunes, les populations les plus vulnérables soient vraiment prises en compte et qu'on puisse leur assurer le bien-être. Tous les programmes que nous voyons dérouler, que ce soit les programmes d'urgence pour le développement des zones enclavées en infrastructure, électrification, eau, etc. Je pense que, et la feuille de route gouvernementale qui vient de 2025, qui est en train de s'achever, a mis vraiment l'accent sur cette politique d'inclusion sociale. Et en tant que citoyenne, là je parle en tant que citoyenne, pas en tant que membre du parti, en tant que citoyenne, et que je trouve que c'est une vision noble, ambitieuse, je ne peux qu'espérer qu'il aille dans ce sens et peut-être encore plus loin, toujours avec le souci qu'il a du bonheur du peuple, du bien-être de chaque Togolaise et de chaque Togolais. Bien, merci madame. Nos échanges tirent à leur fin. Alors, est-ce qu'il y a un message, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des Togolais qui hésitent encore, qui ne sont pas encore entrés dans cette nouvelle République, n'est-ce pas? Comment faire pour les prendre? On peut leur dire. Alors, je leur dis à l'entame, je pense, à un moment donné, vous ne pourrez pas, je pense que ce n'est même pas important de chercher à convaincre tous les Togolais s'ils ne sont pas encore convaincus. C'est ça. Parce qu'il y a eu un travail pédagogique énorme, monstre qui a été fait avant même l'adoption de la nouvelle constitution. Les députés ont sillonné tout le territoire national pour aller à la rencontre des populations, expliquer. Nous avons reproduit cela tout récemment et à chaque campagne électorale, il y a eu les régionales et après les sénatoriales qu'on a eu récemment, nous avons encore continué à faire la pédagogie, à expliquer. Nous continuerons toujours. Les médias, ce que vous nous offrez actuellement comme espace d'échange, ce que nous sommes en train de faire, c'est toujours cette pédagogie. Donc les médias vont continuer à nous accompagner, à expliquer, pas seulement le parti, parce qu'aujourd'hui, il faut sortir, ce n'est plus une affaire de parti unir, c'est une affaire de Togolais et de Togolaises. La Constitution, c'est la loi fondamentale qui régit désormais le fonctionnement de notre pays, quels que soient les domaines. Donc c'est une affaire de Togolais, de Togolaises. Et donc chacun doit aider à la meilleure compréhension, mais en se disant qu'il faut respecter le rythme des uns et des autres et qu'ils verront dans la marche, dans la progression, les éléments qui vont les convaincre. Certains attendent quoi? Ils attendent, quand ils disent qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris le bien fondé du régime parlementaire. C'est qu'ils attendent de voir simplement comment cela va améliorer leurs conditions, leur quotidien. Et c'est une attente légitime. Voilà, donc
Il y a de l'espoir que ce quotidien va être amélioré. Ce quotidien est toujours en amélioration. Ce n'est pas maintenant qu'on va l'améliorer. On a commencé, l'État, le gouvernement a commencé à l'améliorer avec tous les programmes que je viens de citer. Et nous avons assisté même au relèvement du SMIC, qui était à 35 000, qui est passé à 52 000. C'est toujours pour améliorer les conditions de vie, le panier, les infrastructures, les pistes de désenclavement des zones rurales, l'électrification, tous les grands chantiers qui sont lancés, qui se poursuivent, contribuent à améliorer le bien-être des populations, à améliorer le panier, tout ce qui est fait en direction des agriculteurs, des femmes, l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat des jeunes. Je ne suis pas de l'exécutif, mais je suis citoyenne et je le vois, ça se déroule. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est ce processus, à mon avis, qui va se poursuivre et peut-être aller plus loin dans la vision, puisqu'il y a des indicateurs de mesure que le gouvernement même a prévus pour dire en 2030, nous aurons atteint, je ne sais pas, 70%, 90%. Donc c'est plus ça qu'il faut regarder et voir comment nous évoluons, en sachant, et là je le dis aussi, en sachant qu'il ne faut pas faire de la démagogie. Parce que la lutte contre la pauvreté, c'est une lutte permanente, pour ne pas dire qu'il ne finira jamais. Parce qu'il y aura toujours des pauvres. Mais c'est comment faire en sorte que la grande masse sorte de la pauvreté. Et c'est pour ça que l'État, je crois, s'emploie à créer la richesse. On ne peut combattre la pauvreté qu'en créant la richesse. Bien, merci. Mais avant de vous laisser, j'ai cru entendre que vous êtes chrétienne, vous êtes croyante. Oui. Alors, on a vu l'Afrique assisté, le monde entier assisté à la désignation d'un nouveau pape, Léon XIV. Que me dites-vous, avec ce rêve perdu, pendant longtemps, on a pensé qu'on peut avoir un pape là. Qu'est-ce que vous en pensez, madame, rapidement? Non, je ne suis pas déçue. Je suis très fière, très heureuse que ce soit ce pape. En tant que chrétienne, je crois à la puissance de l'Esprit Saint. Il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint. Nos petites personnes, nos attentes personnelles sont certes légitimes, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Maintenant, nous avons un pape que l'Esprit Saint même a soufflé. Il ne faisait pas partie des favoris, vous vous rendez compte. Et donc, je considère que c'est un don de Dieu, c'est ce que l'Esprit a voulu. Maintenant, c'est de prier pour l'accompagner parce que ce n'est pas facile. Certes, le Vatican est le plus petit pays, mais c'est un pape pour le monde entier. Il gère les chrétiens du monde entier, les catholiques du monde entier. Et ce n'est pas une tâche facile, c'est une tâche très lourde. Et je prie pour que l'Esprit Saint continue à l'éclairer, à le soutenir. Et il a annoncé dans le petit mot qu'il a prononcé, on voit déjà son programme envers les plus pauvres, les marginalisés, les plus vulnérables. Et je pense que c'est ça qui fera la différence, qui fera que le chrétien ou l'homme tout court qui observe saura qu'au moins, il y a une personne qui pense à eux, qui tient compte de leur état, de leur vulnérabilité et qui veut les aider à s'accomplir, à devenir hommes authentiquement chrétiens, mais aussi vivants, des hommes vivants avec leur époque, en leur temps, et qui feront tout pour que ce monde que Dieu nous a donné à construire soit un monde meilleur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment chacun, tout en luttant pour lui-même, doit lutter pour que le cadre de vie, pour que notre environnement, pour que notre terre, nos terres qui sont à construire, soient construites comme ça se doit, de la meilleure façon possible. Que le même Esprit Saint qui vous souhaitez éclairer le pape nous éclaire aussi. Nous éclaire aussi, nous les Togolais, pour qu'on apprenne à se réjouir de nos avancées, aussi petites soient-elles. Il faut se réjouir de ces avancées et il faut être conscient que tous les acteurs sont importants. Personne n'est plus important que l'autre, personne n'a plus de légitimité que l'autre, que c'est ensemble que nous allons construire la terre de nos aïeux. Voilà, c'est sur ce souhait de Mme Germaine Konaté et Koumelo Anate que se referme cette réflexion sur Dieu. Il était question de revisiter une fois encore cette nouvelle République, la 5e, qui a pris naissance avec les institutions depuis le 3 mai dernier. Je rappelle que Mme est honorable députée à l'Assemblée nationale, présidente de la Commission Relations extérieures et coopération. C'est vrai que qu'on a fait plus de raisons de cette question. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à vous, Madame, de votre disponibilité. Je vous retrouve, téléspectateurs, la semaine prochaine pour des réflexions. Je vous vois à très bientôt. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.